Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day, nous allons parler de l'entraînement au seuil. Si cette zone d'entraînement est largement ancrée dans les pratiques de terrain, j'ai eu envie dans cet épisode de questionner ses fondements théoriques et ses bénéfices. En effet, cette fameuse zone d'intensité étant celle des compétitions, la spécificité de l'entraînement nous amène à attendre beaucoup de progrès grâce au temps passé à s'entraîner dans cette dernière. Mais qu'en est-il vraiment? C'est ce que nous allons voir ici. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, Au seuil de nulle part, partie 1. Alors tout d'abord, il est important de mentionner que la réalisation de cet épisode a été compliquée. En effet, par exemple, contrairement à celui que j'ai réalisé récemment sur le développement de VO2 Max, l'entraînement dit au seuil est en réalité très peu documenté. Quelle surprise j'ai eue en me rendant compte que cette pratique de terrain extrêmement courante, comme par exemple les séances au seuil, n'a en réalité fait l'objet de quasiment aucune confirmation scientifique concernant son efficacité. Quelques rares papiers parlant exactement de ce sujet, par exemple les effets d'une séance au seuil versus une autre séance à très haute intensité, datent d'avant 1990. C'est-à-dire une époque où pour moi les analyses statistiques, les designs expérimentaux et les outils de mesure étaient de moindre qualité, questionnant les conclusions qui sont tirées. Ces rares études étant à mon sens peu fiables, je me suis permis de les mettre de côté. Je me suis plutôt concentré dans cet épisode sur la littérature contemporaine qui parfois d'ailleurs revient sur ces expériences anciennes comme vous le verrez. Les papiers plus récents mentionnent justement le manque de clarté entre l'entraînement au soi-disant seuil lactique 2 et les adaptations physiologiques qui en découleraient. Mais mettons de côté la littérature scientifique un instant. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Mon appréciation est que les entraînements dits au seuil sont une institution. De ce que j'observe, de nombreux entraîneurs et de nombreux athlètes dédient des volumes d'entraînement considérables, par exemple un cycle entier de 10-12 semaines, à ce fameux travail au seuil. De même, des athlètes de haut niveau rapportent même que ce travail au seuil est une pierre angulaire de leur préparation. Ça peut sembler normal, la plupart des compétitions de course à pied et de trail vont être réalisées autour de ce fameux seuil, c'est-à-dire en zone 2 dans une répartition en 3 zones. Par exemple, sur un Ironman, Munoz et collaborateurs ont montré en 2014 que les athlètes passent 58% de la course en zone 2. Aussi, le principe de spécificité de l'entraînement nous pousse à vouloir travailler cette zone d'intensité. Une question à laquelle je souhaite donc répondre dans cet épisode concerne l'intérêt de ce type de travail. Y a-t-il vraiment des bénéfices à s'entraîner au seuil en zone 2 ou pas? On va voir d'abord ce que la littérature rapporte sur la question. Pour bien comprendre tout d'abord ce que sont en théorie ces fameux seuils et pourquoi en réalité ils n'existent pas vraiment, je vous renvoie à l'épisode dédié. En résumé, d'après Cascado et collaborateurs en 2023, le concept des seuils lactiques 1 et 2 renvoie à des points observables sur une courbe de concentration en lactate sanguin, c'est-à-dire de lactatémie, observée durant un test d'exercice à intensité incrémentale en laboratoire. Le seuil lactique 1 ou seuil aérobie fait référence à un moment dans l'effort où on observe visuellement une première augmentation notable de la lactatémie. Cependant, le taux d'utilisation du lactate sanguin est encore suffisamment élevé pour éliminer en grande partie ce substrat et poursuivre l'effort. Le seuil lactique 2 ou le seuil anaérobie fait référence à un moment dans l'effort où on observe encore une fois visuellement une augmentation notable voire exponentielle de la lactatémie. La quantité d'utilisation du lactate sanguin par le métabolisme a largement dépassé son taux de production. La zone 1 correspond donc aux intensités d'exercice en dessous du seuil lactique 1, la zone 2 renvoie aux zones entre le seuil lactique 1 et le seuil lactique 2, et enfin la troisième, la zone 3, correspond à la zone au-dessus du seuil lactique 2. Dans la zone 2, des auteurs parlent souvent du maximal lactate steady state, c'est-à-dire l'intensité maximale où la lactatémie est à peu près stable. De plus, conventionnellement, la zone 2 est considérée comme étant souvent comprise pour des valeurs de lactatémie entre 2 mmol par litre de sang et 4,5 mmol par litre de sang. Ces valeurs sont des grandes moyennes générales, un petit peu imprécises, mais on en reparlera dans la partie 2 de l'épisode. On voit que, en grande partie, quand même, chez la plupart des gens, on revient à ces valeurs-là pour déterminer le seuil lactique 2. Il est important de noter que la transition entre ces zones d'intensité ne suit pas de principe vraiment de passage de seuil. Il s'agit de grands phénomènes physiologiques qui évoluent et changent progressivement et non brusquement. En d'autres termes, les mécanismes juste en dessous du seuil lactique 2 seront quasiment les mêmes que ceux juste au-dessus de ce même seuil, à quelques exceptions près. Et comme on avait conclu dans la partie dédiée au seuil lactique et ventilatoire, ces seuils sont donc très imprécis, très controversés, et les zones associées le sont également. Cependant, par souci de simplicité, nous allons utiliser ces termes dans cet épisode en gardant en tête tous les débats sous-jacents.
De manière générale, les entraînements dits au seuil vont donc renvoyer à toutes les modalités d'exercice comprises dans la zone 2. N'importe quel entraînement entre le seuil lactique 1, donc le seuil aérobie, et le seuil lactique 2, donc le seuil anaérobie, peut donc être considéré comme au seuil. Cependant, lorsqu'on parle de ce type d'entraînement, on a plutôt de manière générale en tête des intensités d'effort comprises entre le milieu de cette zone 2 et le haut de celle-ci, donc juste en dessous du seuil anaérobie. Ce type de séance peut être réalisé en continu ou en fractionné. D'après Bia et collaborateurs en 2023, la bonne vitesse au seuil lactique est, entre guillemets, une vitesse de course qu'un coureur peut soutenir pendant environ 1 heure, voire légèrement moins. Pour un coureur de semi-marathon élite, il s'agit donc de son allure sur 20 km. Pour quelqu'un de moins haut niveau, il s'agira d'une allure plus basse, mais tenable sur une durée similaire. Je vous propose de commencer avec les études scientifiques et plus précisément avec la revue de littérature de Cascado et collaborateurs publiée en 2023. Bien que publié dans un journal que j'estime être de mauvaise qualité, le début de la revue de littérature de ces auteurs mérite d'être mentionné. Selon eux, le seuil lactique, la vitesse à laquelle la lactatémie est maximale et stable et la vitesse au seuil lactique 2, sont des déterminants de la performance en trail et en course à pied. Pour progresser, il faut appliquer sur l'individu une certaine charge d'entraînement, la charge étant le croisement entre un certain volume et certaines intensités de travail. Pour optimiser cette charge, ces auteurs avancent qu'un programme d'entraînement par intervalle où les allures sont dictées par la lactatémie et ne dépasse pas un niveau critique serait intéressant. Précisément, durant les séances de travail intenses par intervalle, les athlètes devraient, selon ces auteurs, atteindre des lactatémies comprises entre 2 et 4,5 mmol par litre de sang, c'est-à-dire des concentrations de lactate qui correspondent à ce qu'on appelle le seuil lactique 2. En ne dépassant pas ces concentrations, c'est-à-dire pas de travail en zone 3, ces auteurs souhaitent pousser les athlètes à rester dans la zone 2. Cette intensité permettrait hypothétiquement une récupération plus rapide grâce à une fatigue centrale et périphérique moindre entre les séances d'intensité élevée, par rapport à la fatigue suite à des exercices d'intensité plus élevée comme le travail du VO2 max. Et par conséquent, le volume hebdomadaire de travail à haute intensité, c'est-à-dire au-delà de la zone 1, serait plus important qu'avec des entraînements en zone 3. De plus, les athlètes bénéficieraient des mêmes adaptations qu'avec du travail en zone 3 ou presque. Donc selon Cascado et al. En 2023, le travail en zone 2 aurait certains bénéfices. Leurs premières hypothèses sont que le travail dit au seuil améliorerait l'élimination, l'utilisation du lactate, mais ne réduit pas sa production, comme parfois ça a été avancé. De plus, il optimiserait le nombre d'unités motrices recrutées sans induire la supposée forte fatigue du travail en zone 3. Ensuite, il permettrait de travailler à l'allure spécifique de nombreuses compétitions, comme le 20 km. Et enfin, une dernière hypothèse concerne le repoussement du seuil lactique 2. Cependant, la limite que rencontrent ces auteurs, comme nous dans l'épisode d'aujourd'hui, est que ces postulats ne se vérifient pas dans la littérature scientifique. En plus de ça, les mécanismes sous-jacents qui expliqueraient la relation entre l'entraînement pré ou au seuil lactique 2 et le développement de la performance et de ses déterminants physiologiques ne sont pas clairs. Ils n'ont pas non plus, malheureusement, été prouvés scientifiquement, contrairement à l'entraînement en zone 3 qui, lui, a clairement démontré ses bénéfices. Cette équipe de chercheurs met en avant une vieille étude de 1976, que je vais quand même citer. Celle-ci a montré qu'avec une séance en plus par semaine de travail au seuil, les participants avaient diminué légèrement leur consommation de glucides et donc légèrement augmenté celle de lactate. Cependant, le groupe de comparaison avait donc une séance de moins que les autres, donc la charge entre les groupes n'était pas la même, et cette limite me questionne sur les conclusions qui sont tirées. À mon sens, la vraie limite de l'article dont je vous parle concerne la deuxième moitié, lorsque les auteurs proposent des méthodes d'entraînement dites au seuil, alors que ces dernières ne découlent pas de données publiées. Cependant, je vais tout de même ici vous rapporter ce que ces auteurs proposent rapidement, afin d'en discuter. Selon eux, une séance au seuil est une séance avec une lactatémie comprise entre 2 et 4,5 mmol par litre de sang. L'article reste vague sur le contenu exact d'une séance de ce type, en termes de nombre de répétitions, de volume total de travail, de fréquence par semaine, etc. Cette équipe souligne cependant que les frères Ingebrigtsen, j'espère que je le prononce bien, dont Jacob est le champion olympique sur 1500 mètres et le détenteur du record du monde de 1500 mètres,
Ces frères réaliseraient des séances avec entre 3 et 4 fractions de 2 à 3 km séparées de 1 minute de récupération. Les allures sur ces fractions seraient entre celles d'un 5 km et d'un 10 km, courues à leur maximum. Et ces frères réaliseraient 4 séances de ce type par semaine, régulièrement 2 la même journée, le tout toujours en zone 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode norvégienne, et ils ajouteraient à cela une séance hebdomadaire avec du travail en zone 3. Gardez en tête ici qu'il s'agit là d'une pratique d'un élite et non de résultat d'une étude. On peut ni conclure sur l'efficacité de ce type de séance, ni généraliser ces modalités. Je vous explique pourquoi dans l'épisode sur le biais du survivant. Une des raisons, c'est par exemple l'immense volume d'entraînement de ces 3 frères à basse intensité en parallèle, par exemple 160 à 190 km, pouvant également être à l'origine de leur performance, ou encore leur séance en zone 3. Dans la revue de Cascado et collaborateurs, les auteurs publient un travaux et un graphique adapté de ce que ces frères réalisent afin de les utiliser si vous souhaitez travailler au seuil comme eux. Ce tableau est disponible sur le site courermieux.fr. Cependant, gardez en tête qu'il ne s'agit pas d'un exemple d'entraînement démontré comme efficace, mais simplement d'une adaptation proposée par les auteurs sans données à l'appui prouvant son efficacité. Il est intéressant de noter également que d'autres athlètes de niveau olympique et réalisant toutes leurs épreuves dans cette zone 2, c'est-à-dire au seuil, n'adoptent pas cette méthode d'entraînement. Par exemple, Seiler et Tonnesen en 2009 rapportent que les rameurs olympiques allemands, danois, néerlandais et norvégiens concourent sur des épreuves de 6 à 7 minutes. Cependant, les athlètes de ces équipes s'entraînent à des lactatémies, soit en dessous de 2 millimoles par litre de sang, donc en zone 1, soit à des intensités entre 6 et 12 millimoles par litre de sang, donc en zone 3. Et les sportifs de ces équipes ne pratiqueraient presque aucun entraînement en zone 2. Donc malgré la qualité discutable de l'article de Cascado et al., il est le seul que j'ai trouvé récemment résumant l'état de la littérature sur le travail dit au seuil. Petite pause, si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Je vous propose maintenant de passer à d'autres études un peu plus éloignées, mais que j'ai tout de même trouvées intéressantes pour cet épisode. Le travail dit au seuil, donc en zone 2, est en fait une forme de travail à haute intensité. Une autre approche du travail à haute intensité est celle quasi maximale ou maximale, c'est-à-dire en zone 3. Une question importante à se poser donc est, à mon sens, l'efficacité relative d'une approche de l'entraînement dite au seuil comparativement à une approche dite polarisée. En effet, la grande différence entre ces deux approches n'est pas tant le temps passé à intensité basse en zone 1, mais vraiment celle passée en zone 2 ou en zone 3. L'approche au seuil propose environ 40% du temps de travail en zone 2, le reste en zone 1, et l'approche polarisée propose environ 20% du temps de travail en zone 3 et le reste en zone 1. Les deux approches sont censées aboutir à une même charge de travail totale, mais avec des répartitions du temps par zone différentes. En 2021, Rosenbalt et collaborateurs ont réalisé une méta-analyse pour évaluer quelle approche du travail de l'intensité, c'est-à-dire au seuil ou polarisé, était la plus efficace pour développer des paramètres clés de la performance en course à pied. Précisément, ils ont réalisé une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés, c'est-à-dire le type d'étude le plus robuste possible. Ce genre de méta-analyse est d'ailleurs si strict sur la qualité des publications incluses que seules 4 études ont été considérées. Ces dernières comparaient toutes un groupe de personnes ayant suivi un programme polarisé, c'est-à-dire avec du travail en zone 3 et pas de travail au seuil en zone 2, à un groupe avec un entraînement de même charge totale mais dont le programme est dit au seuil, c'est-à-dire avec du travail en zone 2 et pas de travail en zone 3. Les participants étaient des sportifs et des sportives entraînés, habitués à courir. Les marqueurs de performance considérés dans cette étude sont le meilleur temps de course sur une distance donnée, la VO2 max ou la consommation d'oxygène à une vitesse donnée. Le seul paramètre commun à toutes ces études était le meilleur temps de course sur une distance donnée, par exemple 10 km à pied ou 40 km en vélo.
Donc typiquement, un effort qui va durer entre 30, 35, 40 minutes et qui va être réalisé, la performance va être réalisée en zone 2, c'est-à-dire dans la zone au seuil. Donc les analyses statistiques n'ont pu être conduites que sur ce marqueur, c'est-à-dire la meilleure performance sur une distance donnée. Et les résultats ont montré que sur ce marqueur et pour la même charge d'entraînement, l'approche polarisée, c'est-à-dire avec du travail à haute intensité en zone 3 et pas de travail au seuil en zone 2, générait significativement plus de progrès que l'approche de l'entraînement dite au seuil, c'est-à-dire avec du travail à haute intensité en zone 2 et pas de travail en zone 3. Alors, les auteurs notent que ce marqueur de performance est un des plus significativement corrélés aux résultats réels en course à pied et à vélo. De plus, l'ampleur de la différence statistique étant, je cite entre guillemets, moyenne à large, elle soulève une différence pratique sur le terrain notable et loin d'être négligeable. Enfin, les auteurs rapportent qu'en dehors de ce marqueur de performance spécifique, le temps de course sur une distance donnée, le meilleur temps de course sur une distance donnée, la majorité des autres marqueurs relevés, mais qui n'ont pas pu être analysés statistiquement, montrent des progrès plus marqués avec du travail à intensité maximale ou quasi maximale, c'est-à-dire dans l'approche polarisée, avec du travail en zone 3, qu'avec du travail dit au seuil, c'est-à-dire du travail à haute intensité en zone 2. Alors, une question qui découle naturellement de la littérature en son état actuel et de ce que je viens d'expliquer et de présenter comme résultat juste avant, concerne l'entraînabilité des mécanismes impliquant le lactate à l'effort. En d'autres termes, peut-on par exemple améliorer l'utilisation du lactate à l'effort? Peut-on augmenter notre tolérance à une haute lactatémie? Ou peut-on s'entraîner à sécréter moins de lactate? Selon Rosenbalt et collaborateurs en 2019, la réponse est oui. Cependant, il nuance et souligne que, contre-intuitivement, je vous l'accorde, les mécanismes impliqués lorsqu'on fournit un effort physique au seuil ne s'améliorent pas vraiment en travaillant au seuil. En résumé, ces auteurs avancent dans leur conclusion qu'une charge d'entraînement en zone 3 n'engendre pas particulièrement plus de fatigue qu'une même charge d'entraînement en zone 2. Cependant, cette charge d'entraînement en zone 3 engendrerait les mêmes adaptations que la charge en zone 2 au seuil, en plus d'autres adaptations physiologiques cruciales à la performance en endurance, et que le travail en zone 2 au seuil échoue à développer. Néanmoins, cette hypothèse, seulement étayée par quelques évidences, reste selon eux à confirmer. En 2021, Poole et collaborateurs font une conclusion similaire. Entre parenthèses, David Poole est un des chercheurs les plus réputés du champ sur les mécanismes respiratoires impliqués à l'effort, et la revue de littérature dont je vous parle là maintenant est publiée dans le journal le plus prestigieux en physiologie, à savoir Journal of Physiology. Je considère donc que nous pouvons faire confiance à ce qui est avancé dans ce papier. Dans celui-ci, les auteurs avancent que l'entraînement aérobie améliore de manière générale les processus physiologiques impliquant le lactate. Par exemple, son utilisation et sa tolérance. Cependant, pour générer des adaptations positives concernant les processus physiologiques impliquant ce substrat, les intensités d'entraînement doivent, selon ces auteurs, amplement dépasser celles auxquelles ces processus se manifestent. On peut donc y lire un conseil de privilégier un travail en zone 3, maximale ou quasi maximale, plutôt que au seuil en zone 2, pour améliorer en réalité nos performances à ce seuil. Dans leur revue de littérature de 2016, les collaborateurs concluent aussi en ce sens. En s'appuyant sur une méta-analyse malheureusement ancienne, ces auteurs soulignent que tout entraînement, même très léger, améliore les processus entourant la lactatémie. Cependant, et je cite ces auteurs, seuls les exercices très intenses permettent de réellement améliorer ce dernier. Ils vont même plus loin en soulignant que l'amélioration des mécanismes de production et d'utilisation du lactate est la seule utilité du travail en zone 3, donc à des intensités maximales, puisque selon eux, VO2 max n'est presque pas entraînable. Dans sa revue de littérature de 2001, Véronique Bia mettait d'ailleurs déjà en exergue des évidences scientifiques allant dans ce sens. Elle y cite par exemple une étude qui a montré que faire pendant 8 semaines des entraînements par intervalles à haute intensité courts et longs, entre 100 et 800 mètres, répétés plusieurs fois et réalisés à haute intensité en zone 3, faisait passer le seuil lactique 2 de 66% de VO2 max à 74% de VO2 max. En d'autres termes, ces entraînements en zone 3 avaient repoussé le seuil lactique 2 sans s'entraîner au seuil lactique 2. Selon elle, la grande efficacité du travail en zone 3 pour améliorer le seuil lactique 2 provient du fait que l'entraînement par intervalle à haute intensité augmente à la fois le seuil lactique et le VO2 max lui-même, donc double bénéfice. En conclusion, la réponse à la question simple que je me posais avant de réaliser cet article, à savoir quel est l'intérêt de s'entraîner au seuil en zone 2, semble bien plus complexe que je ne le croyais.
Au regard de la littérature actuelle, l'entraînement dit au seuil, c'est-à-dire en haut de la zone 2 et ses bénéfices attendus, semble plus découler de tradition dans l'entraînement, par exemple la fameuse méthode norvégienne, que de réels bénéfices identifiés et prouvés par des études et des résultats robustes. Il est vrai que le principe de spécificité de l'entraînement, qui est super important, nous pousserait à considérer les entraînements dits au seuil comme pertinents. Comme mentionné au début, une étude a montré que 58% d'un Ironman se réalisait en zone 2, au seuil. Cependant, et dans ce cas spécifique, la littérature contient très peu, pour ne pas dire aucune, évidence soutenant cette logique. Elle semble même, à mon sens, plutôt contenir des évidences allant à l'encontre de ce principe de spécificité et poussant vers le travail en zone 3 plutôt qu'en zone 2 pour en réalité améliorer nos performances en zone 2. Aussi, si le travail au seuil n'est peut-être pas complètement à rejeter, en attendant entre parenthèses un plus d'évidence scientifique, sa pertinence peut être à reconsidérer, en tout cas à mon sens. Mon conseil en tant qu'entraîneur et au regard de cette littérature est de considérablement diminuer l'importance qu'on peut accorder au travail dit au seuil en zone 2. Au vu des résultats, il me semble plus pertinent d'accorder durant la saison une grande majorité du temps de travail à haute intensité, aux intensités maximales ou quasi maximales, c'est-à-dire en zone 3, plutôt qu'en zone 2 au seuil. D'après les quelques évidences scientifiques dont on dispose, ce type de travail à intensité maximale ou sous-maximale devrait améliorer vos performances à des intensités plus basses, en zone 2, donc au seuil, en plus de développer d'autres paramètres clés pour la performance en endurance. Et j'espère que d'ici quelques temps, des études robustes seront publiées pour mieux documenter les avantages ou non des entraînements dits au seuil en zone 2 ou en haut de cette zone 2. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce qu'est l'entraînement au seuil, ce que l'on sait de ses bénéfices, mais aussi ce que l'on ne sait pas. Comme vous l'avez sûrement compris, la littérature est très floue sur le sujet, et les quelques évidences disponibles sont loin de confirmer les pratiques de terrain, au contraire, il semblerait même qu'il faille sortir de cette zone de travail au seuil pour réellement améliorer ce qu'il s'y passe. J'ai hâte de vous présenter la partie 2 de cet épisode avec mon invité, Laurent Messonnier, chercheur en sciences du sport expert de la thématique et avec qui je reviendrai sur ce point. À très bientôt pour un nouvel épisode.